Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. C'est quand même fou d'y penser. Des millions de personnes dépensent des dizaines de milliers de dollars chaque année pour avoir le privilège absolu de faire la file. Ah ouais, la fameuse file d'attente sous un soleil de plomb. Exactement. Pendant 4 heures, au beau milieu du mois de juillet en plus. Pour moi, c'est vraiment le grand paradoxe du voyage moderne. Ah, 100%. Parce que l'idée qu'on s'en fait à la base est toujours profondément romantique. Ben oui, on s'imagine avec un petit café à la main, tu sais. On observe le lever du soleil sur des ruines antiques, l'esprit totalement libre. Mais la réalité sur le terrain, c'est souvent très différent. C'est courir dans un terminal d'aéroport avec des valises super lourdes parce que la porte d'embarquement vient juste de changer. Oh mon Dieu, oui. Ou essayer de déchiffrer un horaire de train régional dans une langue qu'on maîtrise pas du tout, mettons. Puis c'est aussi réalisé avec horreur qu'il fallait réserver les billets pour ce fameux musée incontournable au moins 6 mois à l'avance. Fait que bref, la logistique épuisante finit presque toujours par complètement écraser la joie de la découverte. C'est exactement ça. Puis tu sais, c'est un phénomène qui est très bien documenté dans l'industrie touristique aujourd'hui. Ouais, ça. C'est documenté à ce point-là? Absolument. Les voyageurs investissent une somme d'argent considérable, puis surtout leur temps libre qui est durement gagné, pour se détendre. Mais une fois sur place, la charge mentale ne disparaît pas pantoute. Elle fait juste prendre l'avion avec eux, dans le fond. Exact. Elle est simplement transférée dans un autre fuseau horaire. On se retrouve soudainement à devoir agir comme un gestionnaire de crise logistique à temps plein. C'est épuisant juste d'y penser. Vraiment. Et c'est précisément cette friction-là, cette espèce de fatigue décisionnelle constante qui pousse un nombre grandissant de personnes à reconsidérer les alternatives structurées. Pour déléguer complètement cette charge mentale-là. Voilà, déléguer le stress pour retrouver les vacances, au fond. Eh bien, c'est là le cœur de notre immersion d'aujourd'hui. On s'attaque à la mécanique de l'industrie du voyage organisé pour voir si c'est véritablement le raccourci ultime vers des vacances sans stress. Un gros programme. Bien. Puis pour y voir clair pour notre auditoire, notre unique source aujourd'hui, c'est une analyse extrêmement détaillée qui a été rédigée par Yvan Junior Blanchette. Qui est un spécialiste chez Aéria Voyage, c'est bien ça? Exactement. Son guide dissèque de long en large les opérations de Globustos pour l'année 2026. Notre mission avec cette exploration, c'est de comprendre comment une entreprise presque centenaire, une entreprise qui est née bien avant l'ère numérique puis les applications de voyage sur nos téléphones. Oui, très longtemps avant. Comment elle réussit non seulement à survivre, mais à carrément dominer son marché aujourd'hui. Fait que bon, décortiquons tout ça. Je suis prête. Parce que pour comprendre comment on orchestre 304 itinéraires répartis sur 6 continents, il faut d'abord regarder comment la fondation s'est bâtie. Et l'image de départ est assez humble. Ça commence avec un seul petit bateau. C'est une trajectoire qui est assez incroyable quand on y pense. L'histoire débute en 1928 avec un entrepreneur nommé Antonio Mantegazza. 1928, ouais, c'est pas hier. Non, c'est ça. Et à l'époque, il transportait des passagers dans une simple chaloupe commerciale sur le lac de Lugano, en Suisse. L'initiative était purement utilitaire au départ. C'était juste pour aider les locaux à se déplacer. Un genre de taxi sur l'eau, quoi. Exactement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est l'étincelle stratégique. Mantegazza a rapidement compris que ses passagers ne voulaient pas seulement se rendre du point A au point B. Ils regardaient le paysage, j'imagine, hein? Ils étaient complètement captivés par le paysage, ouais. Fait qu'en l'espace d'une décennie seulement, il a réinvesti tous ses profits pour passer de cette fameuse petite chaloupe à une véritable flotte d'autocars touristiques. Et c'est là qu'il a commencé à traverser les Alpes suisses puis le nord de l'Italie. C'est ça, il a littéralement inventé l'idée du circuit panoramique structuré. Et aujourd'hui, on parle d'une machine logistique énorme qui déplace plus de 500 000 voyageurs par année à travers le monde. Ah ouais? Passer d'une chaloupe à 1,5 million de personnes, on s'entend que c'est tout un saut. C'est vertigineux. Mais tu sais, en lisant l'analyse d'Aéria Voyage, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est pas tant le volume de clients ou le nombre incroyable d'autocars. Non, c'est le facteur humain. Exactement.
C'est l'infrastructure humaine qui tient tout ça ensemble. L'accent est mis de façon presque obsessionnelle sur un rôle en particulier, soit le directeur de circuit ou ce qu'ils appellent le tour director. Un rôle crucial, oui. Puis là, il faut vraiment qu'on clarifie les choses pour quiconque écoute. Parce que c'est pas juste quelqu'un avec un parapluie jaune levé dans les airs pour assembler les brebis égarées. Non, pas pantoute. L'analyse mentionne une anecdote tirée d'un avis client récent qui parle d'une directrice nommée Susanna. Et écoute bien ça, avec 42 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. C'est fou, hein? 42 ans. C'est super difficile à concevoir de nos jours. Bien, c'est là que réside le véritable avantage concurrentiel de la marque. Parce qu'il y a une distinction fondamentale dans l'industrie entre le directeur de circuit et les guides locaux. OK, explique-moi la nuance entre les deux. Bien, le guide local, c'est vraiment l'historien ou le spécialiste d'une ville spécifique. Mettons qu'on y est à Rome, il monte à bord de l'autocar, il partage son expertise hyper pointue sur l'architecture du Colisée pendant, je sais pas moi, 2 heures, puis après il repart. Il fait juste sa petite portion du voyage. Voilà. Le directeur de circuit, lui, c'est un employé permanent de Globus qui reste avec le groupe du premier au tout dernier jour. C'est le chef d'orchestre, dans le fond. Ah, je vois. C'est cette personne-là qui gère la fluidité des transitions entre les hôtels, qui va coordonner les retards imprévus sur la route et qui, surtout, prend en charge les urgences. Que ce soit un passeport perdu ou une jambe cassée. Exactement. S'il y a un problème médical complexe à l'étranger, c'est le directeur de circuit qui gère ça. J'adore essayer de visualiser ce genre de concept. En fait, mettons qu'on utilise une analogie technologique. Le directeur de circuit, c'est carrément le système d'exploitation du voyage. Ah, c'est une excellente comparaison. C'est le iOS ou le Windows de l'itinéraire. C'est la fondation stable, qui tourne constamment en arrière-plan, qui gère la mémoire, puis qui évite que tout le système plante quand il y a un bug ou un imprévu. C'est tout à fait ça. Puis les guides locaux, ce sont les applications spécialisées. On ouvre l'application Histoire de la Rome antique pour accomplir une tâche précise, avec une profondeur d'expertise incroyable, puis on la ferme. Mais le système d'exploitation, lui, il reste toujours actif. Superbe analogie. Par contre, ça m'amène à me poser une question de fond. On le sait tous, l'industrie du tourisme est malheureusement reconnue pour son taux de roulement qui est extrêmement élevé. Oui, c'est une industrie difficile pour la rétention. C'est rempli d'emplois saisonniers, de contrats précaires. Comment une entreprise réussit-elle à maintenir une telle mémoire institutionnelle? Avoir une personne sur le terrain avec 42 ans de bagage, c'est presque une anomalie statistique. C'est une excellente observation. Et la réponse se trouve carrément dans la philosophie de l'entreprise. Globus ne perçoit pas du tout la rétention de ses directeurs comme une simple dépense de ressources humaines. Non, il voit ça commandable. Ils voient ça comme l'essence même de leur produit. Pour livrer une véritable connaissance institutionnelle, la continuité est non négociable. Si ton taux de roulement est élevé, tu te retrouves avec des employés débutants. Qui récitent des faits par cœur à partir d'un petit manuel. Exactement. Mais une directrice comme Susanna, qui fait les mêmes routes européennes depuis des décennies, elle possède une intelligence du terrain qu'aucun manuel ne peut enseigner. Ah, ça c'est sûr. L'expérience s'achète pas. Mettons qu'un autocar tombe en panne en Toscane. Un guide inexpérimenté pourrait céder à la panique assez vite. Susanna, elle a sûrement le numéro de cellulaire du propriétaire d'une petite trattoria locale à 3 km de là. Ah ben oui, elle le connaît personnellement. Elle l'appelle direct, elle commande des antipasties pour tout le groupe et elle transforme une panne de 2 heures sur le bord de la route en un pique-nique improvisé mémorable. C'est brillant. C'est vraiment cette mécanique invisible-là qui justifie le modèle d'affaires. Le directeur de circuit agit littéralement comme un filet de sécurité pour la santé mentale des voyageurs. Tout à fait. Mais si cette expertise humaine préserve l'esprit tranquille, l'analyse derrière voyage met aussi en lumière un autre outil, beaucoup plus systémique celui-là, qui vise à préserver la ressource la plus rare dans le voyage. Le temps. Exact, le temps. Parce que le temps, c'est la véritable devise du voyageur moderne. Une fois sur place, chaque minute compte. Et c'est là qu'intervient l'un des piliers de l'offre de Globus, ce qu'ils appellent à l'interne la Happy Line. La ligne heureuse. Rien que le nom est parfait, honnêtement. C'est vendeur, oui. Mais les bénéfices sont très concrets, surtout dans un monde post-pandémique où le surtourisme est devenu une réalité quotidienne dans les grandes capitales. Oh, on le voit partout. On parle ici d'un accès VIP prioritaire pour contourner purement et simplement les files d'attente dans les lieux les plus fréquentés de la planète. L'analyse mentionne des endroits comme les musées du Vatican, la chapelle Sistine, le Louvre à Paris. La galerie des Offices à Florence, l'acropole d'Athènes, la liste est longue. C'est capoté. Pour avoir l'opportunité d'éviter une attente de 3 ou 4 heures sur des pavés bruyants, c'est un argument de vente absolument massif.
Mais logistiquement, comment ils font? C'est de la magie ou de la négociation agressive? C'est pas de la magie du tout, c'est vraiment le poids de l'échelle corporative. Une entreprise qui amène des centaines de milliers de visiteurs par année, elle a le pouvoir d'achat nécessaire pour pré-négocier des blocs de billets. Ah, ils ont le gros bout du bâton? Exact. Ils réservent des créneaux d'entrée exclusifs avec les grandes institutions culturelles bien à l'avance. Et pour le client, l'économie de temps, c'est pas juste anecdotique, c'est vraiment structurel. Tu veux dire sur la durée du voyage au complet? Oui. Si on fait le calcul sur un circuit typique de 14 jours en Europe pendant la haute saison estivale, mettons en juillet, si tu additionnes toutes ces heures d'attente évitées, ça équivaut littéralement à racheter une journée et demie de tes propres vacances. Une journée et demie? C'est énorme. C'est du temps réinjecté directement à l'intérieur des sites pour explorer plus longtemps ou juste transformer en temps libre pour flâner à une terrasse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, soyons bien francs, la plus grande objection face au voyage organisé, c'est cette peur viscérale de la rigidité militaire. Le fameux syndrome du troupeau. C'est en plein ça. L'angoisse d'être traité comme un troupeau de moutons, de devoir suivre un fanion jaune du matin au soir, sans jamais pouvoir respirer, ou s'attarder devant une toile qui nous plaît. Oui, de ne pas avoir d'autonomie. Et c'est là que l'analyse pointe vers l'innovation majeure de Globus pour 2026, ce qu'ils appellent le Choice Touring. C'est intégré dans environ 80% de leurs circuits européens et nord-américains. C'est un énorme changement de paradigme pour eux. Vraiment. Concrètement, au lieu d'avoir une activité en après-midi qui est imposée à tout le groupe de 24 personnes, les clients peuvent choisir parmi un menu d'options qui sont toutes incluses. C'est très flexible. Le guide donne l'exemple de Rome. Au lieu de suivre tout le monde, on peut choisir entre une visite privée des coulisses du Vatican, un cours de cuisine avec une vraie famille locale ou une visite à pied axée sur l'histoire du quartier de Trastevere. Tout à fait. Et si on relie ça à la situation globale de l'industrie, ça démontre que l'entreprise a parfaitement décodé la psychologie actuelle. Comment ça, Les voyageurs d'aujourd'hui, ils sont pleins de contradictions. D'un côté, ils exigent l'infrastructure logistique super solide et la tranquillité d'esprit d'un voyage tout organisé. Ils veulent pas gérer les problèmes. Exact. Mais de l'autre côté, ils exigent l'agence personnelle, l'autonomie totale et le caractère unique d'un voyageur complètement indépendant. Le beurre puis l'argent du beurre, ouais. En gros, oui, et le Choice Touring, mais ça permet de satisfaire ces deux besoins-là simultanément. On conserve le système d'exploitation hyper robuste, pour reprendre ton analogie, mais chaque personne choisit ses propres applications pour la journée. Mais attends une minute, je dois faire l'avocat du diable ici parce que, en lisant l'analyse, ça précise que ces choix doivent être faits jusqu'à 90 jours à l'avance. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de recréer la fameuse charge mentale qu'on essayait justement de fuir? Au lieu de stresser sur place à Rome, on demande aux gens de stresser dans leur salon au mois de mars pour planifier leur horaire de juillet. Je comprends ton point. Puis logistiquement, comment un seul directeur de circuit fait-il pour gérer 3 groupes éparpillés aux 4 coins de Rome en même temps? Ça semble être un cauchemar opérationnel, non? C'est une objection tout à fait légitime. Mais pour le délai de 90 jours, c'est en fait le prix à payer pour l'authenticité de l'expérience. Ah oui? Oui. Les activités proposées, comme un cours de cuisine dans une véritable famille romaine, ça implique des petits artisans locaux. Ces gens-là ne peuvent pas absorber des changements de dernière minute comme le ferait un grand musée immense. Ah, je vois. Ils ont besoin de savoir combien ils achètent de tomates et de pâtes, mettons. Exactement. Il faut sécuriser ses ressources à l'avance pour pas saturer les locaux. Et quant à la gestion sur le terrain pour le directeur, c'est là que le réseau entre en jeu. Ils courent pas partout dans Rome, hein? Non. Le directeur de circuit agit un peu comme un centre de contrôle. Il ne suit pas les 3 groupes physiquement en même temps. Globus s'appuie sur des partenaires locaux, des guides et des opérateurs dûment certifiés qui prennent le relais pour ces excursions spécifiques. Mais tout ça sous la responsabilité parapluie de Globus. Exactement. Le directeur s'assure juste que chaque sous-groupe part à l'heure au bon endroit, puis tout le monde se retrouve le soir pour souper. C'est un modèle en étoile qui est très, très efficace. Ça a beaucoup d'allure expliqué comme ça. Et tu sais, cette volonté d'offrir plus de contrôle aux voyageurs, ça s'arrête pas juste aux excursions d'une journée. Non, ça va bien plus loin. Ça se reflète à grande échelle dans la façon dont Globus a complètement repensé la structure même de son offre. Selon le document, ils ont fragmenté leur catalogue pour l'année 2026.
Oui, c'est fini le one size fits all. C'est ça. On parle plus d'un modèle unique, mais bien d'une architecture de voyage sur mesure divisée en 7 styles complètement distincts. Exactement. Le style classique reste la fondation de la marque. Ça représente la majeure partie de leur catalogue avec des groupes d'environ 24 personnes en moyenne et des hôtels de calibre 4 étoiles très centraux. La formule est prouvée. Oui, mais la déclinaison des autres styles révèle une hyper-segmentation qui est vraiment fascinante. Prenons le Small Group Discovery, par exemple. La taille du groupe change, hein? Oui, elle chute à un maximum de 15 personnes en Europe et 18 dans le reste du monde. Et ça, c'est pas juste une question de confort pour avoir plus de place pour allonger ses jambes dans l'autocar. Non, l'analyse est super claire là-dessus. Cette taille réduite, c'est littéralement une clé physique qui déverrouille des espaces inaccessibles autrement. Tout à fait. T'sais, un groupe de 24 personnes, ça rentre juste pas dans la cave d'un petit vignoble familial hyper intime en Toscane. Mais 15 personnes, oui, ça donne accès à des ateliers d'artisans intimes. C'est ça qui change tout. Et pour 2026, les nouveautés dans cette catégorie sont quand même impressionnantes. On parle de circuits au Costa Rica, au Japon, au Kenya et même le long de la côte de la Californie. De très belles destinations. Mais le style qui m'intrigue le plus personnellement, c'est ce qu'ils appellent « undiscovered ». C'est pensé pour les voyageurs récurrents. Ceux qui ont déjà tout vu. Voilà, ceux qui ont déjà fait le tour du Colisée puis de la Tour Eiffel puis qui veulent sortir des sentiers battus. On parle de destinations comme les Balkans ou les pays baltes. Des coins moins évidents, à faire seul. Un trajet sur le chemin de fer historique entre Durango et Silverton et des dégustations de spiritueux artisanaux à Palisade avec une extension en Utah. Ça donne le goût de partir. Et ce qui est crucial avec ce style Undiscovered, c'est que la promesse de la marque ne change absolument pas. On explore des territoires beaucoup plus sauvages ou ruraux, mais Globus maintient le même standard d'hébergement équivalent aux 4 étoiles de sa gamme classique. Toujours avec le même calibre de directeur de circuit en plus. Exact. Oui, mais logistiquement, comment ils font ça? T'sais, le Colorado rural, c'est pas le centre de Paris. Trouver des hôtels de luxe à proximité immédiate de grands parcs nationaux isolés pour un groupe entier, ça doit relever de l'exploit. C'est un défi immense de chaîne d'approvisionnement. Dans ces régions-là, l'infrastructure hôtelière haut de gamme est extrêmement limitée. C'est des petits motels d'habitude. Souvent, oui. Fait que la seule façon d'y arriver, c'est en s'appuyant sur des contrats pluriannuels. Globus réserve littéralement des blocs de chambres dans ces petits hôtels de charme des années à l'avance. Oh wow! Il bloque ainsi l'accès pour les voyageurs individuels de dernière minute qui se retrouvent le bec à l'eau. Ces filets de sécurité logistique appliqués à des territoires moins balisés, ça crée les conditions idéales pour l'aventure, mais sans l'inconfort ou l'incertitude qui vient habituellement avec. C'est brillant. On ajoute aussi à ce portfolio des styles comme Escapes by Globus qui se déroulent hors saison, soit de novembre à mars. Quand il y a moins de monde. Exact. Les prix sont considérablement réduits, les foules sont absentes et l'énorme avantage ici, c'est l'annulation des suppléments pour occupation simple. Ah, ça c'est une vraie révolution pour les personnes qui voyagent seules. Totalement, sans oublier l'offre Independent by Globus pour ceux qui veulent que les réservations soient faites par des pros, mais qui veulent zéro effet de groupe. Au final, c'est comme s'asseoir au restaurant avec un menu immensément varié. On demande aux clients d'ajuster non seulement la taille de la portion, donc la taille du groupe, mais aussi le niveau des pistes de l'aventure, des grands classiques urbains jusqu'au parc du Colorado. Belle image! Mais ça soulève un problème évident selon moi. Si la raison première de prendre un voyage organisé, c'est d'éliminer la fatigue décisionnelle, comment un client évite-t-il la paralysie de l'analyse avec 7 styles différents devant lui? En réalité, ces catégories-là agissent comme des filtres de sélection très, très efficaces. Ah ouais? Oui. La taille du groupe désiré et le niveau d'expérience de la destination éliminent naturellement 80% des options d'emblée. Le processus de décision est canalisé plutôt qu'éparpillé. OK, je comprends. Bien sûr, chaque niveau de personnalisation puis chaque accès VIP vient avec une structure de coût spécifique. Et il faut parler d'argent puis de ce qui est concrètement inclus ou non, parce que l'analyse est très transparente là-dessus. C'est important de le mentionner. Pour la gamme classique, on inclut les hôtels 4 étoiles centraux, le transport en autocar avec Wi-Fi, les transferts, les guides locaux, le directeur de circuit, l'accès prioritaire, les petits déjeuners tous les jours et une proportion des soupers. C'est déjà beaucoup. Oui. Par contre, ce qui n'est pas inclus, ce sont les vols internationaux, les assurances, les pourboires et la très grande majorité des dîners, c'est-à-dire les repas du midi ainsi que certains soupers. Et c'est fait exprès. Et là, je dois avouer que moi, ça me chicote un peu.
Si le but c'est d'offrir une expérience sans stress, ne serait-il pas infiniment plus simple que chaque repas, chaque bouteille d'eau et chaque collation soit inclus d'avance? C'est une question qu'on entend souvent. Tu sais, le principe même du tout inclus, c'est de ne jamais avoir à sortir son portefeuille. Pourquoi ils omettent délibérément la majorité des repas en plein milieu de la journée? Cela soulève une question importante sur la distinction entre un séjour en station balnéaire et l'exploration culturelle. OK, explique-moi ça. Dans un complexe hôtelier sur le bord d'une plage dans le sud, le but, c'est l'isolement confortable. L'économie se fait en gardant le client captif sur le site. Tu manges là, tu bois là. Tu sors jamais du resort, ouais? Né dans un circuit culturel à travers l'Europe ou le Japon, l'immersion locale est le produit même. L'absence de repas du midi, c'est une caractéristique conceptuelle volontaire de Globus. C'est pas juste une façon de couper les coins ronds pour sauver de l'argent, hein? Non, pantoute. Si tous les repas étaient prépayés et pris en grand groupe dans des salles de banquet d'hôtels ternes, les voyageurs passeraient totalement à côté de la spontanéité d'un petit bistrot de quartier à Paris, mettons, ou d'un marché de rue incroyable à Tokyo. À manger des ramen sur le pouce. Exact. L'objectif, c'est de redonner au voyageur le contrôle de son budget quotidien et de ses découvertes culinaires. Et il faut pas oublier que le directeur de circuit est toujours présent pour orienter les gens vers les meilleures adresses selon leurs envies. Fait que c'est vraiment l'équilibre parfait entre la structure globale et la liberté individuelle au quotidien. Absolument. Vu sous cet angle-là, je dois admettre que c'est super logique. On favorise l'immersion plutôt que la standardisation culinaire. L'analyse de M. Blanchette prend aussi le temps de situer Globus dans son écosystème global et face à ses concurrents. Et c'est très éclairant pour bien comprendre la valeur de leurs produits. Globus fait partie d'une famille de marques sous la direction du PDG Scott Nisbet. Par exemple, si le budget est vraiment la priorité absolue d'un client, il y a la marque sœur Cosmos, qui a été fondée en 1961. Qui est très populaire aussi. Cosmos utilise la même architecture logistique robuste, mais réduit les coûts en optant pour des hôtels 3 étoiles et en incluant juste un peu moins d'activités de base. À l'autre extrémité, la famille possède Avalon Waterways. Ça, c'est leur compagnie de croisière fluviale. Exact. Reconnue pour ses navires avec des suites à balcon à ciel ouvert. D'ailleurs, le document mentionne qu'il est très courant de combiner un circuit terrestre Globus avec une croisière Avalon pour se faire un voyage hybride. C'est une belle synergie. Et quand on observe le paysage concurrentiel externe, le positionnement de Globus devient très clair. Mais il domine vraiment le segment milieu haut de gamme. Il se mesure à qui exactement? À des géants comme Trafalgar, qui offre un produit très similaire, mais qui mise beaucoup de son marketing sur des expériences qu'ils appellent « Be My Guest ». C'est quoi ça? C'est des repas exclusifs chez l'habitant. Ensuite, si un client cherche à monter un peu en gamme vers de l'hébergement 5 étoiles avec des groupes encore plus petits, il se tournera vers Inside Vacations. OK, on monte une marche. Oui. Et si on entre dans le luxe absolu, on parle d'entreprises comme Talk. Mais avec Talk, on parle de tarifs qui peuvent facilement doubler. Ah ouais, ouf! C'est le service gants blancs, où les bagages apparaissent magiquement dans la chambre sans que tu y touches, et où l'on dîne dans des châteaux privatisés. Pas le même budget, on s'entend. Non. Qui est à l'opposé complètement, pour l'aventure extrême en sac à dos avec de très petits groupes, il y a G-Adventures. Fait que le créneau de Globus, c'est vraiment le point d'équilibre. C'est une excellence logistique éprouvée et des inclusions de haute valeur comme la ligne prioritaire, mais sans tomber dans des tarifs de luxe stratosphérique inaccessibles. C'est le sweet spot, comme on dit. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? Avec toutes ces pièces du casse-tête étalées devant nous, il est temps de résumer ce que cette analyse approfondie nous révèle sur l'évolution du tourisme organisé. C'est une belle conclusion à tirer. On découvre une industrie qui a carrément refusé de stagner. Elle a réussi à muter d'un mode impassif et stéréotypé, l'image dépassée du touriste docile qui suit un parapluie en troupeau, vers un modèle modulaire presque chirurgical. Et c'est ça qui est beau. L'expertise logistique n'est plus du tout vécue comme une camisole de force. Elle sert plutôt de filet de sécurité pour permettre des découvertes qui sont beaucoup plus personnelles et audacieuses. C'est la redéfinition même de la valeur en voyage. Quiconque écoute ça aujourd'hui et prévoit investir ses économies et ses semaines de vacances doit impérativement calculer la valeur réelle de son temps une fois sur place. C'est la seule métrique qui compte, au fond. Exact. Contourner une file d'attente de 4 heures au Louvre ou à l'Acropole, c'est pas un simple caprice de riche. C'est une stratégie vitale d'optimisation. C'est littéralement racheter une demi-journée de sa propre vie. Bien dit. L'industrie a compris que s'occuper de la logistique en arrière-plan, c'est offrir aux gens le privilège ultime, qui est la présence d'esprit. Le privilège de la présence d'esprit. C'est joliment dit. Et
Puis ça m'amène à une réflexion finale, une pensée qui n'est pas explicitement dans l'analyse de M. Blanchette, mais qui s'impose naturellement selon moi quand on regarde l'état du monde en 2026. Oh, je t'écoute. Aujourd'hui, on le sait, la technologie est absolument partout. N'importe qui pourrait ouvrir une application d'intelligence artificielle sur son téléphone, là, maintenant, et lui demander de générer un itinéraire de voyage sur mesure à travers l'Europe, et ça prendrait 3 secondes. C'est fou à quel point ça va vite, oui. L'algorithme va parfaitement agencer les horaires de train, va optimiser les correspondances, puis lister les heures d'ouverture des musées avec une précision chirurgicale, sans jamais se fatiguer. C'est indéniable, tu sais. L'accès à la donnée brute et à la planification de base, c'est complètement démocratisé pour tout le monde. Exactement. Mais voici la vraie question pour les passionnés de voyage qui préparent leur prochaine grande aventure. À l'ère où cette logistique de base peut être entièrement automatisée par une machine complètement froide et sans armes, la véritable valeur ajoutée du futur, le vrai luxe en fait, ce ne sera peut-être pas la technologie. Ça sera quoi d'abord, hein? Ce sera le privilège d'être guidé par une personne bien réelle. Quelqu'un comme Susanna. Ah, ouais. Un être humain avec 42 ans d'expérience sur le terrain, qui est doté d'instinct, d'une véritable compassion pour le voyageur fatigué et surtout d'un réseau de relations locales tangibles. C'est tellement vrai. Parce qu'aucun algorithme, aussi puissant et intelligent soit-il, ne pourra jamais reproduire le sourire complice du gardien de la chapelle Sixtine qui laisse entrer le groupe par la porte de côté, tout simplement parce qu'il connaît la directrice de circuit personnellement depuis 2 décennies. L'humain avant tout. Et au final, c'est peut-être ça le véritable secret d'un voyage sans stress. La connexion humaine pure et simple. Et c'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et à la prochaine. À bientôt. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.